Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast Auguste et Livy. Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. Cette année, pour la première fois à Vienne, un grand festival rassemblera pendant 5 jours continus, du 6 au 10 juillet, un très grand plateau. C'est aussi un futur festival de jazz, un grand festival ? C'est certainement la naissance d'un très grand festival. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Boutelier, cofondateur de Jazz à Vienne. Et il va nous raconter la naissance et l'histoire de ce festival qui, au départ, n'était qu'un rêve de petit garçon. Monsieur Boutelier, vous êtes le cofondateur de Jazz à Vienne, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous avez découvert le jazz et quel a été votre parcours avant la création du festival ? Oui, donc je m'appelle Jean-Paul Boutelier, je suis d'origine lyonnaise, je ne suis pas viennois, mais je suis passionné de jazz depuis l'adolescence à peu près. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça, surtout dans l'organisation de concerts à Lyon, où j'ai créé un club à la fin des années 60. Et puis j'ai beaucoup organisé de jazz dans cette ville, mais c'est pas du tout mon métier. J'ai toujours été passionné. Mon métier était dans l'industrie pharmaceutique. Donc au-delà de ces activités que je faisais à Lyon, dans les clubs, dans les salles, on a fait des concerts un peu partout à Lyon. J'avais vraiment envie de créer un festival d'été parce que on considérait qu'il y avait beaucoup d'amateurs à Lyon et dans la région Rhône-Alpes qui avaient envie de trouver un festival sans être obligé d'aller dans le Midi où c'était difficile d'y aller. C'est pas tellement le prix des places, mais il fallait se loger, etc. Ou d'aller à Montreux où les places étaient très très chères. Donc ce festival finalement, au départ je voulais souhaiter l'organiser à Lyon, ça n'a pas été possible. Et donc ça s'est passé à Vienne parce que j'habitais Vienne. On habitait Paris, on est redescendu dans la fin des années 70. Et la ville de Vienne, j'ai rencontré les responsables de la vie culturelle à Vienne qui ont tout de suite adhéré à ce projet. Et donc on a créé le festival en 1981 qui a même très bien fonctionné dès le début et qui s'est développé de façon tout à fait naturelle, d'abord de 5 soirées la première année, assez rapidement 10 soirées, puis 15 soirées, et puis on a créé des animations un peu partout, qui était aussi le but. Un festival, ça ne doit pas uniquement être un lieu d'accueil pour des concerts, donc on a un petit peu étendu tout cela en créant des différents lieux, des clubs, etc. Et voilà, ça marche bien. Et pour des raisons à la fois d'âge, etc., moi j'ai décidé d'arrêter et de passer le flambeau, puisqu'on était sous une forme associative. On a passé le flambeau à l'agglomération viennoise qui est s'occupe maintenant du festival sous forme d'un établissement public et depuis presque une petite dizaine d'années. Voilà. D'accord, et vous êtes encore consulté aujourd'hui Alors, je fais partie du conseil d'administration, mais moi, j'ai désiré m'écarter parce que, je considère que, c'est très difficile d'être et d'avoir été. Oui. Donc, je ne veux pas non plus être une gêne et je ne veux pas non plus... Il y a des moments où on a envie de se reposer l'esprit, mais je fais beaucoup d'autres choses depuis. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette musique et au cinéma aussi, et je fais pas mal de conférences et de choses comme ça, un peu partout en France. Et voilà, je me balade un petit peu et c'est très agréable de voir aussi pouvoir un petit peu rencontrer d'autres publics, d'autres personnes sous cette forme. Du coup, vous connaissiez Vienne puisque vous y habitiez. Le Théâtre Antique, est-ce que vous aviez déjà imaginé organiser des concerts ou même le festival avant que ça se concrétise réellement ? Oui et non. Enfin, moi, initialement, je ne voulais pas faire à Lyon. Si j'avais voulu faire un festival à Lyon, c'était pas du tout dans le Théâtre Antique de Lyon. Je voulais le faire au Parc de la Tête d'Or. Parce que je rêvais de faire ces manifestations dans la verdure, etc. Bon, ça n'a pas été possible pour un certain nombre de raisons.
Mais du coup, le théâtre de Vienne, le théâtre de Vienne, je connaissais bien parce que j'habitais Lyon, certes, mais mes grands-parents étaient dans la Drôme, et comme on passait toutes nos vacances là-bas, Vienne, c'était le passage obligé pour aller dans... et je connaissais le théâtre antique parce que j'ai vu des spectacles quand j'étais tout petit. J'ai vu un Carmen quand je devais avoir 5-6 ans. Et puis, ce théâtre antique, on connaissait bien sûr tout le passé romain de la ville, etc. Il y a un autre avantage aussi, c'est beaucoup plus agréable et simple peut-être d'organiser un festival dans une ville moyenne. Parce qu'une grande ville, il y a des... Bon, j'ai tout à fait conscience, si c'était passé à Lyon, ça aurait été beaucoup plus compliqué dans le développement et dans les rapports politiques, je dirais, au vrai sens du terme, avec la ville, le développement de la ville, etc., les contraintes. Oui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a tout de suite moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir à Vienne, c'est un élan général que à la fois la mairie, les élus l'ont accepté, mais je pense aussi la population. C'est pas toujours très simple, hein, parce que c'est un festival, c'est peut-être une gêne, je parle pas du bruit comme l'on dit. Chaque fois qu'on me dit que ça fait du bruit, je dis que c'est de la musique avant tout. Oui, c'est pas pareil. Mais c'est aussi des contraintes parce qu'il y a du monde, on se garde mal, il y a des circulations, etc., etc. Donc il y a des contraintes et c'est quand même beaucoup plus facile à faire accepter dans une ville moyenne, y compris par le monde commerçant qui peut y souscrire ou voilà. En bénéficier voilà, aussi tout à fait. d'un côté. Et donc en juillet 1980, vous aviez organisé la Nuit du Blues à Vienne, donc avec déjà quelques petits noms, Fats Domino, B.B. King. Oui, alors en fait c'était un test parce que moi je connais. Il faut reconnaître que cette histoire elle est improbable parce que c'est des rencontres de gens qui n'avaient aucune raison de se rencontrer et qui ont tout de suite adhéré, je veux dire, parce que c'était pas très simple. Moi, on aurait pu se demander ce que je venais faire ici, quels étaient mes buts cachés éventuellement. Oui, personnels. Et on avait, donc avant le lancement d'un festival, on avait décidé de faire un test. Et moi, j'avais choisi de faire une nuit du blues. Bon, j'étais sûr de mon coup parce qu'avec le programme que j'amenais, on était sûr de remplir. Difficile de... Par contre, ce qu'on n'avait pas complètement prévu, c'est que le jour où ça s'est passé, c'était un temps exécrable. Et on a été obligé de réimproviser aux dernières minutes le montage d'un chapiteau. Oui, et tout le tintouin qui s'était monté sur le... Bon, maintenant, on ne pourrait plus parce qu'il y a des constructions, mais c'était sur le... Au Champ de Mars. Au Champ de Mars, oui, c'est ça. Et ça a été épique, c'est le cas de le dire, parce qu'en un jour, on a monté 2 chapiteaux, sous des pluies diluviennes, des aménagements de loges, etc. Les loges, en fait, il n'y en avait pas, mais on a mis des bus derrière la scène. On a quand même eu 6500 spectateurs, mais c'était ça a été très, très sportif. Ouais, mais d'un autre côté, ça a soudé un peu l'équipe qui commençait à se former. Et ça a été très bénéfique pour cela. Et c'était un test par rapport à la politique de la ville pour les convaincre ou plus moi, je voulais. C'était pas. On me demandait pas de prouver les choses, mais il fallait montrer que on pouvait accueillir un volant de public possible assez rapidement, on n'avait pas des moyens. Hein. Le premier festival a été lancé sans aucun moyen financier. Hein. Moi, le seul moyen financier que je recherche, c'est le public. Oui. On n'avait pas de subvention, on n'avait rien du tout. Et il fallait quand même montrer que le risque était quand même raisonné. Moi, j'étais à peu près sûr de mon coup, c'est pas la question, mais il fallait quand même le prouver aux autres personnes, légitimement, parce qu'ils ne connaissaient pas exactement l'impact. Le jazz, c'était pas forcément une musique très populaire, etc. etc. Et ce test a vraiment fonctionné, à la fois dans comment dirais-je, le public qui est venu, qui a adhéré tout de suite, mais aussi par la méthode qu'on avait utilisée pour la communication, etc. Donc vous avez ramené, donc bien après cette nuit du blues, le festival a continué à grandir au fil des ans. Oui.
Et vous avez apporté des artistes de renommée internationale sur la scène. Moi, j'étais très pressé. Il fallait. C'est vrai. Oui, parce que quand on démarre quelque chose qui avait bien marché dès le début, vous pouvez pas stagner. Il fallait tout de suite prendre développer et prendre position en Rhône-Alpes et en France et à l'international. Donc, on a tout de suite eu. Dès l'année suivante, on a eu Ella Fitzgerald, Ray Charles. 2 ans après, on avait Miles Davis, c'est-à-dire on les a tous eus. Oui, les plus grands sont passés. Très vite, mais moi j'étais très pressé de les avoir vite. Ça évitait aussi éventuellement certaines volontés lyonnaises de faire la même chose. Oui, j'imagine. Et on a tué dans l'œuf toute autre volonté en faisant ça très vite. Et est-ce que c'était dur de les convaincre, justement, comme le festival était nouveau comment est-ce qu'on arrive à convaincre Ella Non, moi Fitzgerald c'était pas très... Vous savez, c'est jamais dur à convaincre. Oui. Moi j'avais quand même... mais j'avais au moins 15 ans d'expérience d'organisation de concerts à Lyon. Oui, vous Donc aviez déjà un réseau. Et on avait aussi... à Lyon, on avait 1500 abonnés qui venaient régulièrement à nos concerts de jazz. Donc on les a amenés ici. Ouais. Et on a arrêté notre activité à Lyon pour les maintenir ici. Voilà. D'accord. Et alors aujourd'hui, moi pour avoir eu la chance d'assister plusieurs fois à des concerts dans le cadre du festival, on entend souvent les artistes dire qu'ils sont honorés de fouler la scène du théâtre antique, comme si c'était un peu un accomplissement dans la carrière d'un artiste. Et la petite case à cocher Jazz à Vienne, c'est fait, j'ai franchi un cap. C'est une belle évolution. Est-ce que vous avez conscience de ça, que dans la tête des artistes, c'est un objectif aussi d'arriver jusqu'à Vienne ? Je pense que les lieux ont de l'importance. Les lieux ont de l'importance, c'est-à-dire qu'un lieu comme le Théâtre Antique, qui est un des plus grands théâtres antiques, je ne sais jamais si c'était le plus grand en France, mais tout au moins c'est le plus grand actuellement pour l'accueil du public. Il est plus grand que le Théâtre d'Orange. Il avait la taille du Théâtre de Rome, qui n'existe plus maintenant. Donc un théâtre antique avec tout ce qu'il y a d'histoire, c'est important. Il y a des lieux qui existent, qui sont mais qui sont des lieux modernes, qui n'ont pas le même impact. Oui. Et c'est vrai que pour un artiste, venir dans un lieu historique, c'est quelque chose. Tout de suite, oui, ça prend une autre dimension. Alors, c'est vrai que la plupart des artistes... Surtout, c'est très étonnant parce que quand les artistes découvrent le théâtre antique, le théâtre est vide. Alors, c'est impressionnant par le monument, mais quand ils reviennent le soir, après le soundcheck, le théâtre est plein, et alors là, c'est différent parce que ils voient 7 000 ou 8 000 visages, parce qu'on voit tout au théâtre antique. Certains trouvent ça impressionnant, moi je trouve que c'est l'inverse. Moi, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est... La seule expérience que j'ai, c'est de présenter les artistes. Mais ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est de présenter dans une salle noire où vous ne savez pas s'il y a du monde, vous ne savez pas si les gens vous regardent, vous ne savez pas s'ils parlent entre eux, etc. Tandis que là, on les voit tous. Et on voit s'il y en a... on voit même si vous n'attirez pas l'attention, etc. Alors, je crois que ça, au contraire, ça doit aider les artistes à justement savoir s'ils sont toujours dans le sens de la communication avec eux. Et moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles il y a un côté... On parle souvent de magie dans ce lieu, mais c'est vrai. Et est-ce qu'il y a eu des artistes que vous auriez rêvé de voir dans le cadre du festival et où malheureusement ça n'a pas été possible, où il y a eu des ratés Ils étaient morts ou ils sont morts. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Non, sinon, je crois qu'on les a tous eus. Non, c'est vrai qu'il y a quand même... Non, on les a tous eus. Non, moi, c'était d'ailleurs Je dis pas que je cochais les choses, mais... Moi, je suis collectionneur de disques. Il y avait une liste, du coup. Je voulais tous les avoir, quoi, voilà. Oui, tous ceux qui étaient possibles d'avoir, on les a eus. Bien sûr que, Louis Armstrong, Duke Ellington était déjà mort, mais j'aurais rêvé qu'il soit là. Un Armstrong, il aurait été tellement heureux d'être là, parce que c'était des gens qui adoraient ça. Oui, qui étaient passionnés. On a eu la chance d'avoir des gens historiques comme Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, qui ont vu ça et qui étaient subjugués, qui, effectivement, quand ils étaient venus, on vient une fois, on y revient. Oui. Moi, je vais vous citer une anecdote. Miles Davis, par exemple, qui est venu plusieurs fois ici, une année, il était en tournée, il savait qu'il devait jouer à Vienne. Il croit arriver à Vienne, mais il était à Vienne en Autriche. Ah, il ne reconnaissait pas, il dit mais pourquoi on m'a changé d'hôtel ?
Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu où je joue? Pourquoi je joue pas dans le théâtre antique? Ça, c'est très drôle. Oui. Et il avait, pourtant, vu le nombre de concerts qu'il a pu faire, Oui. etc., Ça l'a marqué. mais ça l'avait beaucoup marqué. Ce lieu l'avait marqué, à la fois historiquement, enfin, voilà. Oui. Et puis, ça crée il n'y a pas que le lieu, c'est très important, mais du coup, ça crée aussi un public, et on a eu un public formidable. Oui, et puis qui est C'est fidèle. un des plus beaux publics que moi j'ai connu à Vienne. Il y avait je sais pas, il y Une avait, ferveur. je pense que c'est toujours pareil quand on lance les choses. On se dit qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient ça comme moi j'en rêvais et je l'attendais, quoi. Oui, donc ça a fait plaisir à beaucoup Oui. de monde. Donc, vous racontez souvent dans des interviews qu'au début, les bénévoles et même les artistes, à la fin du concert, ils venaient dîner chez vous. Ça a dû créer de sacrées soirées, de sacrés Alors on n'habitait pas souvenirs. cette maison, on habitait une autre maison qui était au moins aussi grande d'ailleurs. Et oui, bah, il y avait, c'était la nécessité aussi, hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de structure, hein. Quand on a lancé au Théâtre Antique, il n'y avait pas de loge, il n'y avait rien, hein. Ah oui. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas de sanitaire. Oui, C'était pas toujours très très confortable. simple. Ouais. Mais on avait soigné les choses importantes pour les artistes, c'est-à-dire le son. On a toujours eu un son extraordinaire au Théâtre Antique. Et puis, on a très vite mis en place des lumières, les écrans. Moi, je tenais très très vite à mettre des écrans Oui, dans le théâtre, c'est vrai pour que... que les gens qui étaient un peu plus hauts, comme on dit, les écrans, ça améliore l'écoute. Même si maintenant c'est un peu dommage parce que les gens souvent je me rends compte qu'ils regardent plus l'écran que ce qui est sur Oui, scène. ou Non, leur téléphone. les écrans c'est pas Ouais. c'est pas fait. Oui, ils prennent des photos sur les écrans des écrans avec leur téléphone, ce que je trouve un C'est peu original, oui. bon. Enfin c'est il y avait strictement rien, donc nécessité faisant loi. D'abord toute l'organisation était dans notre maison, donc il y avait Ah oui, les bureaux en fait étaient chez vous. le bureau était ouais. chez moi, oui. Et puis il y avait les premiers bénévoles logés à la maison, hein. Mes enfants cédaient leur chambre. Et puis du coup, tous les soirs, il n'y avait pas de catering, il n'y avait rien. Donc tous les artistes venaient à la maison, mais il n'y avait pas que les artistes. Il y avait il y avait les bénévoles, il y avait les photographes, les journalistes, etc. Il y avait du monde. Oui, ça devait... Il y avait à peu près 100 à 150 personnes tous les soirs à la maison. Oui, c'est un sacré Et rythme. ma femme faisait elle était aidée, mais elle faisait la cuisine, etc., etc. Bon, ça a dû être des grands moments aussi. Oui, c'est des grands partagés. moments parce que vous savez, en plus les artistes, surtout les artistes américains, pour eux c'était aussi le contact avec des familles, avec un autre continent. Et pour des artistes en tournée qui étaient éloignés de leur propre famille, de leurs propres enfants, moi j'ai beaucoup de souvenirs où beaucoup de musiciens étaient, mes enfants, j'avais des enfants très jeunes, et ils allaient jouer avec eux. J'ai encore le souvenir de quelques musiciens qui jouaient au poupées Barbie avec mes filles, des trucs comme ça. Mais je pense que pour eux c'était humaniser un petit peu leur tournée. Oui, ils Voilà. n'avaient pas l'habitude de Voilà. vivre ça sur d'autres dates où Voilà. ils rentrent à l'hôtel et voilà. Voilà. Et puis on passe Et d'une salle de 8000 personnes à d'un coup être tout seul dans sa Voilà. chambre d'hôtel, ça doit Et aussi puis être, ces repas pris chez nous, en plus moi je connaissais un petit peu certains de leurs goûts, alors on essayait quand même personnalisés. de leur faire plaisir au cours de tournée. Mais c'était très sympa, et puis il y avait des rencontres surtout. Moi, des rencontres entre musiciens, il y avait des petites jam sessions Ça, à la sympa. maison avec le piano, etc. etc. Vous avez des enregistrements de ça ou non vous Non, avez parce rien que je gardé voulais. Alors j'avais interdit les photos, j'avais Oui, tout pour interdit. garder Oui, voilà, ouais. le cadre. Je voulais pas je voulais que les musiciens se sentent chez eux et n'aient pas se pas sentent l'impression en d'être représentation. des pantins, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, Jazz à Vienne, c'est un événement qui est connu à travers le monde et qui a une réputation très solide. Moi, quand je rencontre quelqu'un et que je lui dis que je suis viennoise et que je suis originaire de Vienne, il y a deux choses qui ressortent, Fernand Point et le festival de jazz. Non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que et c'est très bien pour la Pyramide, parce que c'est un grand lieu et que je respecte beaucoup. Mais c'est bien, il vaut mieux parler de ça que pendant très longtemps, Vienne était connue par son embouteillage. Oui, et c'est quand même mieux que de faire connaître Vienne par d'autres raisons. Voilà. Bien sûr. Donc c'est aussi un événement qui est attendu chaque année par les commerçants et les habitants de la ville. Il y a une vraie ferveur qui s'empare de la ville chaque année à la fin
du mois de juin. On le voit, on est en plein dedans. Donc il y a des scènes qui se sont montées un peu partout dans la ville, des décorations qui sont installées. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir qu'après tant d'années, il y a toujours cette excitation et cette ferveur qui monte ? Enfin, oui, bien sûr. Moi, je suis peut-être, ça va vous paraître présomptueux, mais j'ai toujours pensé que ça marcherait. Ça resterait dans le temps, oui. Et vous, à titre personnel, est-ce que chaque année vous attendez la programmation ? Est-ce que vous avez toujours un peu d'excitation à l'approche du festival, ou avec le temps, vous en avez fait tellement que maintenant... Non, c'est pas la même excitation, si vous voulez. C'est pas. Et puis il y a beaucoup. Il se passe beaucoup d'autres choses dans le monde entier, en France, etc. Donc, oui. Et l'évolution des festivals de jazz. Les festivals de jazz sont connus. C'est vrai que l'été est souvent synonyme de festival de jazz, même si il y a beaucoup d'autres musiques qui envahissent même les festivals de jazz d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, parce que le jazz, enfin, moi je considère que le mot est toujours attirant. Et du coup, il y a beaucoup d'autres musiques qui profitent des festivals de jazz pour se faire connaître. Mais c'est pour ça que le jazz, c'est une musique métissée au départ qui est très accueillante pour ça. Oui, qui ouvre la porte voilà, du coup à beaucoup de... Mais justement, dans les années 80, le jazz avait pas du tout la même image qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent on qualifie ce genre un peu d'élitiste. Bon, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. D'une part, la musique de jazz, c'est une musique populaire. Bon, ça a été la grande musique populaire à partir des années 30. Tout le monde dansait sur du jazz. Et l'influence du jazz sur la musique de variété était énorme. Toutes les variétés de Charles Trenet jusqu'à Gilbert Bécaud à l'époque, où Charles Aznavour était baigné dans le jazz. Toutes les rythmiques, etc. Avant, on n'entendait pas de batterie. Bon, maintenant, mettez un musicien de variété sans batterie, ça n'existe pas. Donc c'était vraiment la musique populaire. Mais le jazz, comme la musique classique, en son temps, c'est à la fois une musique populaire, mais c'est une musique un peu savante. Et la musique savante, c'est parce qu'il y a des créations. Ça ne se fait pas toujours dans les mêmes lieux. La musique populaire, c'est dans des grands lieux, c'est les bals, les gens dansent dessus. Et puis, le côté un peu savant, c'est dans les clubs. Oui. Et je pense que ce qu'il faut essayer de préserver, c'est un peu cette dualité que la musique classique a perdue. Musique classique du temps du baroque, on dansait sur le baroque, c'est une musique d'improvisation, la musique classique aussi, hein, c'était pas, elle a perdu ce sens de l'improvisation au 19e siècle, mais donc elle avait beaucoup de caractéristiques communes. D'ailleurs, Maurice Ravel, quand il est allé aux États-Unis, il a dit aux jazzmen, c'est vous la musique classique américaine. Et il avait raison, parce que c'est le même principe. Et je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais il faut un peu garder ce côté-là et faire que le jazz ne soit pas uniquement une musique de divertissement devant lesquelles les gens se balancent. Avant, on dansait vraiment, maintenant, on ne danse plus vraiment. C'est un balancement individuel, mais c'est plus la musique de danse, c'est aussi une musique de contact, de fraternité en quelque sorte. Et les danses maintenant ont perdu ce côté-là. Et donc il faut aussi préserver ces choses-là. Et je pense que les festivals doivent l'être. Donc c'est pour ça que quand vous regardez le paysage des festivals en France, il y a énormément de choses maintenant. Il y a les grands festivals qui persistent, souvent hélas avec les mêmes programmes. Oui, ça, moi ce qui veut dire que c'est plus les tourneurs qui font les programmes que les programmateurs eux-mêmes. Et deuxièmement, il y a une autre chose qui arrive, c'est des plus petites manifestations qu'on voit un peu partout. Si vous regardez dans Rhône-Alpes, il y a des petits festivals qui s'inscrivent, qui font vivre le jazz dans l'année, alors que les grands festivals se désintéressent un peu de l'actualité de cette musique pendant l'année. Et puis qui propose d'autres choses et qui continue à favoriser les contacts entre public et artistes. Ça, c'est un peu disparu, c'est dommage. Il y avait peut-être plus à l'époque Moi, j'ai le souvenir, les premières années du festival, on gardait souvent les artistes quelques jours. Ça ne veut pas dire qu'ils jouaient tous les jours, mais même un peu après, entre le club et d'autres lieux, moi, j'essayais de les garder plus longtemps. Et du coup, ils étaient en ville. Ah oui. Et... on pouvait rencontrer en ville tel ou tel artiste en train de boire un café ou une bière dans une terrasse.
Et ça, c'est Oui, ça, on c'est l'a ça un perdu, festival. Mm. Oui, C'est oui, ça aussi fait ça, un partie festival. aussi. Et puis Voilà. c'est aussi le Voilà. rôle Et il ne faut pas qu'on le perde, ça. non, de laisser cette dimension un peu populaire. C'était Voilà, peut-être aussi voilà, l'ambition en voilà, créant Jazz à ouais. Vienne d'ouvrir Populaire au au plus grand vrai nombre. sens du terme. Oui, Voilà. au sens Mais premier. on a un peu oublié, le mot populaire est devenu populiste maintenant. Non, mais c'est vrai que c'était très important. Et bon, on a eu la chance de le connaître. Je regrette que ce soit pas plus. Si maintenant c'est un festival, c'est essentiellement des étapes, Oui, un instant un peu T, comme le Tour de France. On est là, on est ici, le lendemain on est ailleurs. C'est pas, on a perdu quelque chose. Si vous deviez nous donner votre top 3, vos meilleurs moments vécus à Jazz à Vienne, est-ce que vous avez un moment qui reste vraiment gravé en vous? Bah, il y a oui, c'est des moments de festival. Moi, je reconnais que la première année, il y a des concerts, bon, surtout que la programmation que j'avais faite, c'est une programmation de chœur. Ça a toujours été une programmation de chœur d'ailleurs, j'ai jamais trop changé de ce côté-là. Mais quand la première fois on le réalise dans les lieux où finalement on n'était pas sûr que ça se passe bien, comment Oui. ça allait se passer, etc., etc. Bon, il y a une émotion qui remonte et elle est toujours très très présente en moi. Donc, et puis il y a il y a des années qui sont plus ou moins fortes. Mm. Moi, j'ai eu des années de festival où je me souviens de certaines années, 91 par exemple, on les avait tous. Je sais pas comment. Quand je regarde l'affiche de 91, je me dis, mais comment on a pu faire? Ils étaient tous là. Et il y avait Miles, il y avait Dizzy, il y avait Yates, il y avait tout le monde, quoi. Oui, Alors bien sûr, ils sont plus là, hein. Mais c'est une certaine nostalgie, je le reconnais. Mais ça ne veut pas dire que c'est. Il y en a d'autres, hein, oui, bien sûr. Oui. ça se Enfin, renouvelle. un moment, Il est certain que on me dit toujours ah ouais, mais c'était facile à l'époque, ils étaient très connus. Non, au c'est contraire, nous hein. qui les avons fait connaître. Enfin, quand je dis nous, hein, c'est pas Oui, que bien Vienne, sûr, oui. mais c'est parce qu'il y avait ces manifestations qu'ils étaient connus et qui revenaient souvent. C'est pour ça qu'on les faisait venir souvent. L'intérêt du jazz, c'est qu'un artiste qui vient, il ne va pas faire le même concert, il ne Il y a sera 2 pas avec ans, les mêmes musiciens, etc. Dans d'autres musiques, vous êtes sûr que, je citais toujours, je ne voudrais pas en citer des plus modernes, mais les compagnons de la chanson, ils ont dû tourner pendant 40 ans, mais Avec ils ont les mêmes toujours fait le chansons. même. On fait le même Donc concert voilà. et- Mais c'est bien, et les gens aimaient ça, et puis il faut le Oui, c'est respecter autre aussi. chose. Mais le jazz a cette caractéristique, c'est jamais la même chose. C'est les mêmes noms, mais c'est jamais la même chose. Oui, c'est ce qui est Voilà. intéressant aussi. Et le secteur culturel, on sait, traverse une crise depuis quelques années. Alors, c'est pas le cas de Jazz à Vienne qui est chaque année, le public est au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur au sens large, bah, déjà au jazz, mais aussi au secteur culturel C'est pas le secteur culturel qui est en crise, c'est le secteur éducatif qui est en crise. Oui. Donc, dès l'instant où le secteur éducatif est en crise, ça se répercute. ça a forcément des répercussions sur le culturel. Moi, je pense qu'il serait urgent que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale fusionnent. Travail main dans la main. Oui. Ouais. On a abandonné une grande partie de l'éducation artistique dans les écoles. C'est pas pour faire le but n'est pas de faire des musiciens, des peintres, etc. ou des romanciers. Mais le but, c'est de donner un goût, un attachement, Oui, et les ça, éduquer, c'est dramatique. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui ne sont pas du tout éduquées Oui. à n'importe quel style de musique ou même de littérature. Et je pense qu'en plus que l'éducation artistique sert au reste. Enfin, c'est pas antinomique avec les mathématiques Oui, bien sûr. ou autre chose. Mais je pense que ça manque sincèrement, et moi je le regrette. Ça explique en plus, enfin pour moi, qui ai toujours été optimiste sur le monde, j'ai une vision qu'il est un petit peu moins avec ce qui se passe, parce que je pense que c'est aussi c'est certaines origines de ce qu'on voit actuellement. Enfin bon, on a eu je sais pas, je fais partie d'une génération, moi j'ai pas connu la guerre, mais je suis venu quasiment à la fin de la guerre. Je pense que on a hérité de cette volonté, notre génération qu'on appelait les baby boom, là, on a hérité de cet élan qui disait bon, enfin on va faire autre chose. Oui.
Bon, oui, c'est une alors, nouvelle page. peut-être qu'on manque de ce souffle-là, et ce souffle-là, la culture est, d'une façon générale, le mot culture, il est souvent mal pris, c'est toujours un peu élitiste, etc. Oui, C'est oui, pas oui. ça la culture, c'est pas... Non, au contraire, c'est c'est- populaire aussi. Oui, et puis c'est tellement le plaisir c'est le plaisir d'aller dans les musées, d'aller de écouter de la découvrir, de musique, partager. etc. De le partager aussi. Mm. Mais moi, je me rends compte, il y a vraiment un côté éducatif. D'autant que maintenant que je fais pas mal de conférences, je m'aperçois aussi que dans mes conférences, il y a souvent des gens du même âge que moi. Enfin, comme on dit, les têtes blanches, on les voit souvent. Et ils sont toujours heureux de le faire. Il y a une... Et j'en fais de temps en temps dans des... Je ne devrais pas dire ça à des jeunes femmes comme vous, qui êtes très sympathiques, mais ça m'arrive de temps en temps d'aller faire des trucs dans les universités, etc. Et je reconnais que quand vous commencez quelque chose et que vous voyez qu'il y en a à peu près le tiers qui sont sur leur téléphone... Et qui vous écoutent pas. Et ça donne pas envie de partager ou quoi que Non. ce soit, c'est sûr. Non, on a l'impression que c'est un retirement. Mm. Et je m'aperçois que maintenant, dans les spectacles, c'est pareil. Oui. Il y en a beaucoup qui sont sur leur téléphone. Oui, C'est terrible. Qui vivent le concert en filmant à travers le téléphone. Même pas ça. Oui, qui regardent même pas, qui sont accaparés par autre chose. On est en train de faire autre chose, on regarde si on a des messages, on regarde. Mais je ne veux pas dire que tout le monde le fait. Oui, ça vous arrive. pourrez me surprendre à le faire moi-même. Mais on devrait finalement, quand on dit éteignez vos téléphones, c'est pas seulement pour gêner, pour éviter qu'il y ait une sonnerie qui gêne quelque chose, mais c'est pour que soi-même on sorte, que son esprit sorte un peu de ce truc. Bon, arrête-toi un peu, quoi. Enfin, on peut vivre sans téléphone. Alors moi j'ai été scolarisée, donc je suis viennoise, donc j'ai été scolarisée à Vienne, et du coup j'ai eu la chance en tant que primaire d'assister aux concerts qui sont organisés avant le lancement du festival de jazz. Et c'est là que j'ai vécu vraiment mes premiers frissons de concert et mes premières expériences. C'est sympa de dire ça. C'est une des plus belles choses qu'on ait faites. Oui. Moi, c'est le point sur lequel moi je suis le plus fier, parce que c'est à la fois une fête. Moi, j'ai bien conscience que tous les enfants qui sont là, c'est aussi une sortie. Ah oui. C'est se retrouver ensemble. Oui. Bon, ils font des petites banderoles. Oui. C'est adorable. Moi, ça me rend... c'est une des choses qui me donne le plus de frissons de voir ça. Et puis ça crée, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, ça crée des souvenirs vraiment impérissables. Moi je garde de très bons souvenirs de ces moments-là. Merci de le dire. C'est des moments qu'on attendait toute l'année, et quand c'était le jour J, on était super contents. Et puis du coup on retrouvait les enfants des autres écoles. Et voilà, on avait le droit de voir un spectacle. Donc ça participe aussi à ce qu'on disait, à l'éducation et au partage, et à sensibiliser un public aussi jeune soit-il. Bah là, il y a à la fois, ça mélange les deux, le côté plaisir, amusement, parce qu'il y a de l'amusement. Je prends le car, ou certains qui viennent à pied, mais surtout, vous vous retrouvez ensemble quand même. Vous voyez les autres, il y a d'autres écoles, etc. Enfin, il y a une fête quand même. C'est joyeux. Et puis la musique, la musique a son importance, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est un ensemble de choses. C'est important, mais moi, vous savez, je vous parlais tout à l'heure, la première fois que j'ai découvert le Théâtre Antique de Vienne, je vais avoir, je ne sais pas, 6 ou 7 ans, et je m'en souviens encore. Et voir des choses comme ça participe à l'envie ensuite de faire d'autres choses. Bien sûr, oui. Et je crois que c'est ça, il faut susciter les envies, quoi. Oui, rendre les enfants curieux aussi. Alors j'espère que d'avoir participé à ça, ça va vous donner envie de faire d'autres choses, et non pas seulement d'y participer. Non, oui. La preuve, c'est que vous faites des choses. Oui. C'est peut-être ça, d'ailleurs. C'est peut-être ça, c'est peut-être grâce à vous. Donc justement, on disait que voilà, c'est vrai que les nouvelles générations ne sont pas forcément initiées à la culture au sens large, mais encore moins au jazz, parce que c'est vrai que quand on a 15-16 ans, si on n'a pas des parents qui écoutent un peu de jazz à la maison, c'est pas un genre vers lequel on va aller naturellement, ou en tout cas pas pour la plupart. Est-ce que vous avez des artistes à conseiller pour découvrir le jazz? Si jamais demain un jeune vient sonner à votre porte, vous dit voilà, j'aimerais bien découvrir ce genre, quels artistes vous me conseillez? C'est difficile de vous répondre, parce que chaque, si vous voulez, le goût de chaque génération se fait avec ce qu'il entend à la radio, ce qu'il voit à la télévision. Enfin,
si on peut Oui. dire qu'on voit encore beaucoup de Aujourd'hui, choses à la c'est télévision. compliqué, ouais. Mais les radios, enfin tout ça, c'est important. Et puis tout ce qui défile dans les réseaux. Enfin, maintenant, c'est d'ailleurs plus les réseaux, ce qu'on écoute dans les réseaux. Donc c'est difficile. Et moi, je pense que dans ces cas-là, on peut pas parler de façon historique. Parce que si je dis, vous allez écouter Louis Armstrong, c'est pas dans la mode. Je comprends actuel, très bien oui. ou certaines musiques qui étaient des musiques de danse et qui étaient liées à À l'époque, il y a des des rites, etc. Mm. Donc il faut trouver plutôt des musiciens qui sont finalement en phase avec ce que vous écoutez par ailleurs. Donc moi je dirais que c'est plutôt des gens comme Marcus Miller qui sont qui à la fois respectent un petit peu l'héritage, le patrimoine. C'est un patrimoine, hein, cette musique. Et le font passer en l'adaptant avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est plutôt... Ou voir, par exemple, Jacob Collier qui officiait hier au Théâtre Antique. Oui. C'est des gens comme ça, je trouve, qui sont les passeurs actuels et qui font une musique de qualité et qui ont tout un background qui correspond à cette musique. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et puis encore, en tant que viennoise, merci du coup d'avoir créé un festival. Merci de m'avoir fait rencontrer quelqu'un quand elle était toute jeune dans ces séances que moi je le répète parce que c'est vraiment moi c'est vraiment la chose qui me fait encore qui me donne les frissons dans le dos quand je vois ça. Pourvu que ça dure alors. J'espère bien. Bon, ça va durer, je pense. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je vais même vous dire, cette histoire, c'est Wynton Marsalis qui me l'a soufflé dans le dos il y a très très longtemps. Il était là pour plusieurs jours. Mmh. On avait fait plusieurs concerts. Et puis il me dit, tu as rien pour les jeunes. Je lui dis, bon, ils viennent avec leurs parents, etc. Il me dit, mais pourquoi on ne ferait pas un concert pour les... Et on a fait un qui n'était pas prévu. Hein. Ah, c'est vrai, à la dernière minute, ça s'est fait. On a fait un truc, mais qui était à Cybèle. Il y avait une scène, avec son orchestre, il est venu, il n'a pas été payé. Hein. En plus, je veux dire, il a fait un truc là-bas. Il a dit, maintenant, il faut que tu le fasses avec plus de monde ailleurs. Voilà. Oui, c'est comme ça que c'est né. Ouais. Merci Wynton. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu et pour ne rien rater de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet augustelivy.toutattaché.fr. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.